Nouvelle invitée ce soir, et surtout que c'est une femme, une figure connue dans la société civile de la République démocratique du Congo et internationale. Depuis 2006, elle y œuvre. Donc nous recevons une leader, une femme déterminée à l'épanouissement de la femme en RDC. Elle s'appelle Elodie Tamuzinda. Bonjour. Bienvenue dans cette émission et nous sommes heureux lorsqu'on vous présente. Vous êtes membre de plusieurs organisations et associations, à l'AGOA, vous allez peut-être nous en dire un petit mot tout à l'heure, mais surtout parce que vous êtes membre du réseau des femmes d'Afrique francophone pour les objectifs du développement, RAF-ODD. Vous avez publié une déclaration tout récemment, d'ailleurs en début du mois de juin. Cette déclaration pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, merci beaucoup pour la question, mais moi je vais commencer par vous remercier puisque c'est pour nous un honneur d'être reçu par une grande télévision comme Nyota, qui accepte de nous accompagner dans cette lutte, puisqu'il y a ceux qui sont là pour désinformer la population, intoxiquer, manipuler l'opinion. Et lorsque nous trouvons des partenaires comme vous, nous ne pouvons que nous frotter les mains et de comprendre que oui, la lutte est longue, mais nous allons y arriver, nous aurons les résultats. Et pourquoi est-ce que nous avons pensé à mettre sur pied ces réseaux d'Afrique, des femmes plutôt de l'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable? C'est puisque nous avons compris que l'Afrique ne souffre pas en entièreté de la même manière. Il y a quand même des coins, des axes de ces pays qui se développent déjà bien. Et ces coins, c'est toujours dans l'Afrique anglophone. Et nous, de l'Afrique francophone, nous nous étions posé la question de savoir quel était vraiment notre problème. Pourquoi est-ce que nous avons l'impression qu'il y a ceux qui sont en train de courir et que les autres marquent les pas sur place, ou stagnent, si nous pouvons le dire comme ça. Et en évaluant tout ce que nous avons eu comme hypothèse, nous avons compris réellement que c'est puisque nous regardons plus les dirigeants, au lieu de regarder les citoyens, chacun à son niveau. Les anglophones ne posent pas la question aux dirigeants. Les anglophones se posent d'abord la question à leur niveau. Donc, chaque citoyen doit savoir ce qu'il apporte. Les citoyens n'ont que des droits. Les citoyens ont des devoirs. Les citoyens ont des obligations. Mais nous, les francophones, nous voyons plus ce que nous avons comme droits et nous oublions les devoirs et obligations. Et lorsque nous oublions les devoirs et les obligations, le travail devient comme quelque chose de facultatif. Je vais dire aussi l'éducation civique devient aussi relative. Ça, bon, je peux ou ne pas être comme ça, mais j'ai des droits. Et je peux aussi insulter comme je veux. Et de toutes les manières, on va juste évaluer celui que j'insulte. On ne va pas m'évaluer moi. Mais en attendant, c'est l'éducation, ce sont nos valeurs, ce sont nos mœurs qui sont en train d'être rongées. Et les femmes ont dit oui. Nous n'allons pas dire que ceux qui ont travaillé ont échoué ou ont démérité. Mais nous allons évaluer dans quel contexte plutôt est-ce qu'ils ont travaillé pour ne pas réussir. Bon, en évaluant certains panafricanistes, nous avons compris qu'il y a ceux qui ont travaillé durement, mais dont le travail a été saboté quelque part. Ils ne sont pas là pour vanter les images des uns et des autres, mais nous pouvons parler quand même de la Libye. Si nous prenons un exemple comme la Libye, Kadhafi, qui a beaucoup travaillé pour son pays, mais en fait de compte, on l'a opposé à son peuple, à sa population. On a montré qu'il est X, Y, qu'on pouvait balayer tout
du revers de la main. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue l'ombre d'elle-même. Est-ce que ce n'est pas puisque les citoyens n'ont pas compris, que le pays leur appartenait et que chacun d'eux avait le devoir et l'obligation de sauvegarder jalousement ses acquis, après les avoir sauvegardés, le perpétrer, puisque nous avons des générations en futur qui doivent palper aussi le travail que nous sommes en train d'abattre aujourd'hui. Donc le chantier des changements de mentalité dans notre pays est possible. Exactement. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il y en a qui ne croient pas. Changement de mentalité au Congo, c'est de l'utopie. Ce n'est même pas une utopie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et c'est un idéal que nous devons atteindre. La question est de savoir comment nous y allons, avec qui, quand et où. Quand c'est aujourd'hui. Ne regarde plus à ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, nous faisons quoi? Nous le faisons avec qui? Identifier les personnes, pas des bonnes personnes ou des anges, mais des personnes qui croient au changement, des personnes qui acceptent qu'eux peuvent palper les changements, mais dont ils sont eux-mêmes acteurs, puisqu'il y a ceux qui veulent changer, non qui veulent palper les changements sans changer eux-mêmes. Donc, ils sont quelque peu des magiciens. Donc, il faut dire que le changement doit passer par moi. Le changement doit passer par moi avant de regarder d'abord comment est-ce que c'est passé par le voisin. Puisque si moi je regarde le voisin et que le voisin continue à me regarder, ça sera un jeu de pique-poc. Et en fait de compte, on n'y parviendra jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'y parviendra jamais? Puisque les jours vont défiler devant nos yeux en nous regardant mutuellement. Et pourtant, nous devrions plus mettre la main à la pâte et que chacun de nous ait le temps d'évaluer sa journée chaque soir pour dire aujourd'hui quelle est la valeur ajoutée à tout ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'évolue même d'un pas? Si vous n'avez pas marqué un pas en avant, donc vous l'avez marqué soit en arrière ou bien vous l'avez marqué sur place. Voilà le pays francophone et c'est pour cela que entre nous, les pays membres de ces réseaux, nous sommes en train d'étudier le contexte de chaque pays. Mais nous avons eu l'honneur d'être responsabilisés. En étant responsabilisés, la RDC tient la modération de ces réseaux. Un réseau qui a des hautes personnalités dans tous les pays, là où il y a les femmes députées, les femmes docteurs, les femmes ministres, mais ils acceptent d'être modérés par la RDC et une personnalité comme moi, modeste, bon, je ne vais pas parler d'une personne modeste, mais devant cette personnalité-là, en tout cas, je vais vous dire vrai, lorsqu'ils avaient dit que leur choix était porté sur moi, moi j'étais très étonnée, j'avais eu peur. J'avais dit non, ces fardeaux, je ne les portais pas. Ils ont dit, Madame Mélodie, vous les faites, nous serons là ensemble. Ils sont en train de vanter le peu de travail que nous abattons, mais moi j'ai dit que le Congo a un challenge. C'est un défi. Puisque aujourd'hui nous devons montrer à tous ces pays que nous avons compris que le Congo est un grand pays, beau, et qui a eu la chance d'avoir ce que les autres n'ont pas eu. Les sols et les sous-sols sont riches. Les autres peut-être disent, non, nous allons passer par là pour développer l'Afrique. Pas peut-être, puisqu'ils l'ont même déclaré. Dans leur déclaration dont vous veniez de parler, ils ont d'abord compris que la RDC, c'est une manne que le Tout-Puissant a donné, a octroyé à l'Afrique. Un pays au centre de l'Afrique, un bassin que nous appelons réservoir, pas seulement africain, mais mondial aussi, c'est un bassin mondial puisqu'il y a même ceux qui disent que c'est le deuxième poumon mondial après l'Amazone, puisque nous avons notre forêt équatoriale qui favorise au monde de respirer et le réchauffement climatique est combattu à partir de ce poumon
Et nous-mêmes, nous n'en savons rien. Nous voyons le cours d'eau que nous avons. Prenons d'abord le fleuve Congo. Ceux qui parlent du fleuve Nil, qui n'est pas comparable au fleuve Congo, voient d'abord le fleuve Nil traverse combien de pays. Mais nous autres, nous avons ce fleuve que pour nous, un grand fleuve majestueux comme nous l'appelons. Nous avons des lacs, des rivières, d'autres cours d'eau donc à revendre. Et d'autres pays sont en train de négocier même des rivières, pas même des lacs. Et comment est-ce que nous pouvons dévier même un seul, je ne sais pas, une seule. Vous comprenez que je peux manquer même des mots pour qualifier tout ce que nous avons comme ressources, comme potentiel, que nous pouvons transformer en richesse au profit et de la RDC, et de l'Afrique et du monde entier. Maintenant, ils nous disent, donc d'autres pays, nos collègues d'Afrique francophone, nous disent non, nous sommes en train de vous suivre de loin. Et nous voyons déjà un clignotant rouge chez vous. Nous avons peur. Si le Congo entre dans les chaos que peut-être certaines personnes mal intentionnées sont en train de préparer, de souhaiter avec tout ce qu'il y a comme brouhaha aujourd'hui, en tout cas, sachez que c'est l'Afrique tout entière qui sera touchée. Et nous vous alertons. Le pays comme la RDC, non seulement c'est notre siège, mais aussi c'est notre réservoir, c'est notre bassin africain, au centre avec 9 pays frontaliers, avec tout ce qu'il y a comme ressources du sol et du sous-sol. Non, c'est une manne à préserver. Et donc, nous vous rappelons que vous nous avez fait une leçon que nous devrions copier dans l'Afrique, dans d'autres pays africains, en parlant du dialogue, puisque vous étiez en train de discuter autour de votre calendrier global ou partiel, mais en fait de compte, les Congolais ont compris qu'ils devraient se mettre ensemble, autour d'une table. Et voilà que les Congolais, quand même, contre vents et marées, se sont entendus après l'OIA et après la CENCO qu'ils devraient tenir leurs élections en 2018. Non seulement ils ont défié tous ces obstacles, mais aussi tout ce qui ne croyait pas à l'organisation des élections. Il y a eu même ceux qui ont prêché à ce que nous appelons l'Apocalypse, qui disaient que la RDC devrait pratiquement s'effacer puisque la guerre qui devrait se passer ici peut-être été loin d'être comparée de la guerre mondiale. Il y a des partenaires qui quittaient le pays même avant que les matériels électoraux commencent même à être déployés. Oui. Et donc, par après, le chef de l'État honoraire, Raïs Joseph Kabila, a dit même ce processus électoral sera financé par les fonds propres de la RDC. Personne n'y croyait. Personne n'y a cru. Et voilà que ça a été même financé par les fonds propres, comme il avait prédit, comme il avait annoncé. Nous avons eu la nouvelle technologie qui s'y est invitée, et tous les pays africains étaient fiers de tout ça. Ils nous ont rappelé de tout ça dans leurs mémos. Par après, ils ont dit, nous avons eu les dauphins du chef de l'État qui devrait prendre le pouvoir, mais non, les dauphins échouent pour l'intérêt, donc en faveur de l'opposant, l'opposant de longue date. Et l'Afrique a dit vraiment, nous voyons la lumière. Ce n'est plus un tunnel, ce n'est plus le bout du tunnel, mais c'est maintenant la lumière elle-même qui est palpée. Et le jour de la prestation des serments, d'abord avant la prestation des serments, la prestation des serments, on voit carrément les bâtons de commandement qui changent de position, mais un chef de l'État qui est en vie, ce n'est plus des coups d'État, pas d'assassinat, pas un coup de balle, et dans la paix, dans la quiétude, tout se passe comme ça, et la remise et reprise est faite
dans la joie, et le chef de l'État sortant prend son volant, il s'en va. Et il laisse le bureau et tout. L'Afrique a dit, voilà, nous y sommes. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Ce qui reste à faire, c'est le développement. Et les femmes se sont battues pour commencer à élaborer des projets. Et ils ont dit, ne cherchons pas de financement. Si nous cherchons des financements, ça va nous retarder. Commençons par nos cotisations des membres. Et avec ces cotisations des membres, nous allons financer les femmes maraîchères à la base. Nous allons financer ceux qui font la transformation des produits pas à grande échelle. Et progressivement, ceux qui nous trouvent en train de travailler à petite échelle vont comprendre la vision que nous avons et ils vont nous accompagner jusqu'à avoir de grandes usines, jusqu'à implanter de grandes sociétés. Et voilà là où nous devrions arriver pour la création de la classe moyenne. Et les femmes de l'Afrique, en regardant tout ce qui se passe au Congo, ils ont compris d'abord que les Congolais eux-mêmes ne comprennent ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont comme acquis à sauvegarder, à préserver. Ils ont compris non seulement que les Congolais ne voient pas la manne qui est la leur, que les Congolais ne comprennent pas que tout le potentiel devrait se transformer en richesse, que les Congolais ne comprennent pas que tout ce qui nous entoure peut être rentabilisé. Et c'est maintenant les discussions politiques, ce sont les batailles entre partis politiques, ce sont les muscles qui sont en train de se faire observer. Et ils ont dit, produisons ces documents, interpellons les décideurs à tous les niveaux. D'ailleurs, dans la déclaration, le réseau appelle à l'apaisement par rapport à tout agissement susceptible de créer la haine qui est source de divisions entre les filles et les fils du Congo, et surtout ce qui peut mettre en péril les acquis qu'il faudrait plutôt consolider au profit de la stabilité de tout le monde. Exactement. Nous ne parlons pas seulement de la RDC, nous parlons d'abord de l'Afrique, et c'est l'Afrique qui a un œil regardant sur la RDC. Oui, d'autres pays ont compris que les compatriotes, entre eux, se manifestent quelque chose comme une haine tribale. Il y a ceux qui croient que le pays appartient à un clan, à une tribu. Il y a d'autres qui croient que le pays appartenait à X axe du pays. Mais eux comprennent que le pays était co-géré par tous les fils du pays à travers tout ce qu'il y avait comme concertation, coalition et tout. Donc le pays n'a jamais été appelé pays de X coins, pays de X tribus, pays de X clans. Mais il y a ceux qui veulent attirer le pays jusqu'à ce niveau-là, à un niveau trop bas, à un niveau où on peut parler même du bas de l'échelle. Et donc la haine tribale, le manque de cohésion, aussi la paix qui est fragile dans notre pays, dans certains coins du pays. Là, c'est devenu comme un slogan. On en parle comme si on chantait. Il n'y a pas assez de marge de manœuvre pour que les militaires qui sont au front sentent qu'il y a l'accompagnement et la volonté de tout et chacun, à son niveau, chacun à son niveau. Puisque lorsqu'on parle des groupes armés, on parle de groupes armés étrangers, mais et de groupes armés aussi locaux. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de groupes armés locaux là où la population congolaise, c'est la population congolaise qui est en train de périr? Et donc, c'est visible aussi, à part cette haine tribale, à part ce manque de cohésion, il y a aussi la naïveté de croire que les multinationales peuvent utiliser nos populations, une couche de nos populations, surtout les jeunes désœuvrés, et que les jeunes là croient que réellement c'est pour leur bien.
On peut vous faire $100, $200, $300 le mois. Disons même $3000 le mois. On tue votre femme. On tue la femme de votre voisin. On tue pour sécuriser les coins afin que les coins soient toujours en ébullition et que les multinationales continuent à opérer comme le font, que cela ne profite pas à la population, que les codes miniers tant vantés ne puissent pas être exploités convenablement, que tout ce que nous avons comme potentiel ne soit pas à notre faveur. Et comme si cela ne suffisait pas, une capitale comme Kinshasa, là où régnait la paix, la concorde, la cohésion sociale, aujourd'hui, c'est la barbarie. On peut se réveiller le matin, on dit non, tel journaliste a été tabassé, tout simplement puisqu'il était en train de couvrir des activités à tel ministère, à tel institut, auprès d'une telle institution, à l'Assemblée nationale. Tel député a été tabassé. Et il y a ceux qui disent la population s'est exprimée. Attention, nous comme population de la RDC ne sommes pas représentés par des bandits, ne sommes pas représentés par les barbares. La société civile que nous sommes ne sommes pas représentés par les extrémistes. Nous devons être cette société civile qui aide réellement le pays à se stabiliser, puisque nous parlons aussi de la consolidation des institutions. Consolidation des institutions, nous voyons toutes les institutions en commençant par l'institution président de la République, institution parlement, institution gouvernement, nous voyons les cours et tribunaux, et donc les trois pouvoirs doivent travailler en harmonie. Il doit y avoir aussi des réunions interinstitutionnelles lorsqu'il n'y a pas harmonie entre institutions. Et donc, nous autres qui sommes en train de nous époumoner pour sensibiliser la population sur les changements de la mentalité, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, puisque tout sera en moule à tout moment que nous croyons avancer. Nous serons là en train de reculer plus tôt. Et donc, c'est pour cela que je reviens à mon introduction en disant que nous ne pouvons pas regarder seulement les dirigeants, puisque hier dans la rue, ce ne sont pas les dirigeants qui y étaient. Et donc, cette population doit comprendre que les dirigeants de demain proviendront de cette masse. Je peux pleurer si on me présente un jour un dirigeant qui provient de ceux qui se sont vantés devant les caméras, avoir tabassé quelqu'un, avoir brûlé, je ne sais pas, tel ou tel autre véhicule, avoir cassé la maison ou de quelqu'un d'autre, ça pourra être vraiment néfaste pour nous. Et c'est pour cela que nous nous attelons sur l'éveil de conscience, les changements de mentalité. Et ces changements passent par moi, avant de passer par mon voisin. Et si chacun de nous dise que changement passe par lui, vous allez voir que ça sera comme une boule de neige et ça va s'étendre sur toute l'étendue de la République. Et notre pépinière qui nous produit les dirigeants, les autorités, va nous produire des bons dirigeants. Et donc un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite, ça se dit toujours. Nous voulons que nos dirigeants reflètent notre image. Nous voulons que la population qui manifeste le fasse vraiment en projetant notre image. Nous voulons qu'il y ait une société civile qui projette notre image. Ne nous laissez pas être hués par les pays africains qui placent leur confiance en nous et qui croient que tout n'est pas perdu. Nous pouvons encore revenir sur les acquis que nous devons consolider et voir comment y aller. Et chacun de nous interpeller. Cessons de croire que nous n'avons que des droits. Passons à nos devoirs, pensons à nos devoirs. Pensons à nos obligations. Pensons à notre éducation de base. Nous devons comprendre que la nation provient de nos familles. Et cette famille, c'est moi, c'est vous.
est la famille et la cellule mère de la nation. Ne regardons pas la pointe de la pyramide qui est la nation au sommet, sans regarder la base de la pyramide. La base de la pyramide, c'est vous, c'est moi, c'est lui. Et donc, c'est la famille, ce sont nos avenues, ce sont nos groupements, nos territoires, nos communes, nos villes, avant de chuter sur les autorités qui peuvent maintenant drainer, qui doivent drainer ces masses. Sinon, les autorités seront débordées avec tout ce que nous sommes en train de connaître, puisque les autorités ne sauront pas gérer nos avenues, ne sauront pas gérer nos associations, ne sauront pas gérer notre société civile, nos églises ne doivent pas chercher leurs solutions auprès des autorités. Ce sont des autorités qui doivent se référer aux églises lorsqu'ils doivent gérer certaines questions sensibles. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Les églises sont en train de montrer que le tribalisme, le népotisme, les contradictions peuvent aussi élire domicile au sein de ces milieux saints, là où il y a les princes des églises qui devraient aider la nation à se stabiliser. Comprenons que si chacun de nous prend sa responsabilité, quelle que soit sa petite parcelle d'autorité, et savoir que le développement durable ne parachutera jamais, mais ça commence par cette cohésion entre peuples, entre communautés. Puisque lorsque je vais parler des caniveaux qui sont bouchés devant nos avenues, je ne vais pas dire « moi je nettoie ici puisque celui qui suit est de mon village ». Vous ne les connaissez pas, mais ces caniveaux-là vous servent tous. Et donc c'est votre dénominateur commun et ça nous appelle, ça nous invite à la cohésion, à la paix sociale. Et c'est ça qui doit constituer le socle de ce développement durable avant de chuter sur les maraîchers, sur les petits commerces, sur les industries à mettre sur pied, et ainsi de suite. Et voilà que l'espoir de l'Afrique qui est la RDC peut être une réalité. Alors votre réseau, donc le RAFA FODD, veut inviter la population, vous venez de le dire d'ailleurs ici, à favoriser et encourager le dialogue, la tolérance et le pardon mutuel pour la paix durable, et demander évidemment aux différents médias que nous sommes et presse de multiplier des messages de sensibilisation sur la culture de la promotion de la paix et de la non-violence. Mais il y a aussi l'autre côté, vous avez d'ailleurs évoqué ça tout à l'heure, tous les partis politiques et regroupements politiques, les chefs traditionnels, religieux et acteurs, de jeter un œil regardant sur les querelles au sein des partis politiques. En coalition, évidemment, de les exhorter à la retenue et au bon sens. Il y a l'autre travail qui devait se faire, c'est le travail de terrain, c'est-à-dire des échanges qui devaient se faire entre vous et toutes ces structures. Où en sommes-nous exactement aujourd'hui? Oui, merci pour la question, chers partenaires. C'est que pour le moment, c'est vrai, le contexte n'est pas facile. Compte tenu du confinement nous imposé par cette pandémie, mais nous avons dit que nous ne pouvons pas baisser les bras. Quel que soit le contexte, nous essayons de faire de notre mieux. Et là, nous sommes en pourparlers avec certains responsables des groupes parlementaires. Nous sommes en pourparlers avec certains députés, surtout les députés femmes. Et d'ailleurs, prochainement, si vous nous donnez encore l'honneur, vous nous accordez cet espace, vous nous faites l'honneur de nous inviter, nous pouvons être là avec certaines députées femmes pour qu'elles aussi lancent leur message. Et donc, nous avons contacté les chefs religieux et il y a le périple, c'est vraiment un périple à mener, à faire à tous les niveaux. Il y a les institutions. Les institutions, nous devons les approcher. Il y a les lettres que nous avons envoyées, puisque vous voulez savoir les niveaux maintenant du processus, le processus, le travail que nous devrions faire.
c'est que tout n'est pas encore fait, mais nous y sommes de plein pied. Et comme c'est un travail de rapprochement, c'est un travail de plaidoyer, il faut comprendre aussi que nous sommes conscients que c'est un processus, que ça ne sera pas du tic au tac. Il y a ceux qui peuvent nous tendre oreille et les autres peut-être le feront un peu plus tard. Mais au moins, nous devons comprendre qu'il y a des classes sur lesquelles il faut compter. Je venais de parler des religieux qui doivent nous inspirer quand même cette confiance que nous avons toujours placée en eux, donc ces chefs religieux, puisque nous allons les approcher. Nous, à notre niveau, c'était pour qu'ils nous aident à faire passer les messages. À notre grande surprise, et malheureusement cela est relayé sur toute l'étendue de l'Afrique, les autres les suivent. Déjà, nous sommes en train de nous poser la question de quelle manière est-ce que les religieux vont encore nous aider, puisqu'il y a des soucis au sein de leur coalition. Donc, eux aussi sont déjà des personnalités que nous allons approcher, non plus comme des partenaires privilégiés, stratégiques, mais aussi pour leur faire notre message. Il y a les compatriotes congolais qui ont des prix, qui reçoivent des prix chaque année. Vous avez même évoqué le docteur Mukwege. Il y a même ceux qui en reçoivent chaque trimestre. Vous allez entendre parler du prix X, Y, il y en a tellement, c'est toute une liste. Nous avons le devoir d'identifier tous ces hommes et des femmes de valeur, ambassadeurs de la paix, prix Nobel, honoris causa, femmes courage. Et ensemble, voir maintenant comment rentabiliser, puisque c'est parmi les opportunités et les potentiels à rentabiliser et leur montrer que le prix ne suffit pas. Après avoir reçu ces prix, il y a maintenant le travail qui doit l'accompagner afin de prouver réellement que le prix a été mérité. Nous n'allons pas jeter des pierres à ces prix, plutôt nous les encourageons et nous disons nous allons les rentabiliser. Et le Congo, lorsque nous avons mené ces enquêtes, nous avons compris que quand même c'est le Congo qui regorge le plus grand nombre de ces primés. Et comment est-ce que nous pouvons avoir des ambassadeurs de la paix, des honoris causa, des femmes de valeur, des femmes courage, je ne sais pas quoi encore, il y en a tellement tant, plus le prix Nobel de la paix au Congo et vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et vous croyez que ces dirigeants qui n'ont jamais reçu ces prix auront la conscience de beaucoup travailler pour le pays plus pour que nous autres? Et maintenant, à quoi servent ces prix? Donc, ces autorités attendent beaucoup de nous, attendent beaucoup de ces prix pour qu'en fait, ensemble, nous puissions approcher maintenant ces institutions. Nous n'allons pas y aller seuls, c'est pour cela que j'ai dit que c'est un processus. Mais le confinement ne nous facilitant pas la tâche, à la guerre comme à la guerre. On peut nous dire aussi que le confinement prend une année. Nous allons faire quoi? Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons déjà la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Et même lorsqu'on déconfine, il y aura des motifs. Il y aura ceux qui vont dire, voilà, il y a eu tellement de temps qu'on ne travaillait pas, nous courons maintenant. Non. Là, nous sommes en train de vous prévenir, puisque les motifs doivent tomber. Pendant toutes ces années, il y a eu des motifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut cesser avec les motifs et dire, oui, nous y allons ensemble? Et que chacun dise, le soir, j'ai évalué ce que j'ai fait la journée. Demain, j'aurai un rapport peut-être que je peux brandir pour dire oui, je me félicite, puisque je suis parvenu quand même à changer la mentalité d'une seule personne. Si vous changez la mentalité d'une seule personne par jour, l'année a 365 jours, vous aurez changé la mentalité de 365 personnes. Et si chacun de nous le fait à son niveau, et nous parlons de la mentalité, nous pouvons parler aussi de la création d'emplois. Ici, nous avons l'honneur d'être reçus par une grande chaîne de télévision.
chaîne de télévision Nyota TV, mais ne vous en faites pas. Les responsables que nous trouvons ici ne sont pas dans la politique, non pas des ministères qu'ils gèrent, mais ils ont mis sur pied cette télévision. Donc, si ils mettent sur pied cette télévision, donc quelqu'un d'autre peut créer de l'emploi à sa manière et à son niveau. Et ici, nous pouvons comptabiliser autant de personnes qui y travaillent. Et donc, directement, nous comprenons que c'est d'abord la volonté, c'est l'éveil, la volonté, l'éveil, mais le travail, un travail acharné, pas un travail complaisant. Je me réveille tout doucement, je vais en douche tout doucement, et je me dis, bon, le travail peut commencer à 9 h, je serai là à 11 h, tout doucement. Oui, je dois quitter le travail à 16 h, il est 14 h ou 13 h, et je suis arrivé à 11 h. Il n'y a pas de souci, je sors tout doucement. Si on me dit, vous vous rendez où? On est encore là. Mais j'ai d'autres courses à faire. Les d'autres courses à faire, on regarde autour de vous, c'est la misère. Donc, tout est complaisant et ça doit cesser. Si ça doit cesser au niveau de la population, ça doit cesser au niveau des dirigeants, ça doit cesser au niveau des partenaires qui nous accompagnent. Le partenaire, cher partenaire, vous avez accepté de nous accompagner. Faites-le bien, sans complaisance. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous savons que il y a eu qu'on adhère, que vous nous avez pas imposé, mais que vous avez financé, qui a échoué. Il y a eu les OMD qui ont échoué. Il y a eu les OMD, ce sont les objectifs du millénaire pour le développement, qui ont échoué. Il y a eu I4S qui a échoué. Non, d'abord Starek, puis I4S. Il y a eu Amani qui a échoué. Il y a eu, je ne sais pas, Amani D, ainsi de suite. Et nous n'avons pas oublié qu'il y a la MONUSCO. La MONUSCO qui est là, ça fait plus de 20 ans. Qui a échoué lamentablement. Puisque même à quelques mètres de leur quartier généraux, vous trouvez des personnes déchiquetées en petits morceaux. Échoué lamentablement. Aujourd'hui, nous parlons des ODD. Nous avons peut-être la chance ou la malchance d'être parmi ces acteurs. Nous sommes en train de nous demander si cela ne va pas échouer aussi. Mais nous refusons d'échouer. Et nous disons, prenons d'abord conscience de tous ces échecs, savoir par où est-ce que nous avons échoué. Vous avez échoué, vous les partenaires qui nous accompagnez. C'est vrai que nous avons la part de responsabilité, nous comme population, puisque nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. Nous ne fournissons aucun effort pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Nos gouvernements africains, notre gouvernement congolais, doit comprendre comment orienter toutes ces actions. Et donc, ça devient comme un jeu de ping-pong. Je donne, quelqu'un d'autre donne un projet, je ne sais pas quoi, qui a réussi. Bon, quel est le résultat de X ou Y projet? On n'en sait rien. Qui évalue? On n'en sait rien. Quel est le résultat? On n'en sait rien. C'était combien de millions, de milliards? On n'en sait rien. Mais tout ce que nous allons apprendre, nous sommes endettés. Pourquoi? Et comme si cela ne suffisait pas, il y a la pandémie qui s'y ajoute. Ça sera un autre motif. À chaque étape, il y aura des motifs pour ne pas avancer. Si la pandémie est là, c'est une menace, puisqu'elle nous vient de l'extérieur. Transformons-la à une opportunité. Voilà. Nos faiblesses, nous les avons. Transformons désormais nos faiblesses en force. Les défis, transformons-les en potentiel. Et le potentiel en richesse. C'est là où nous devons réfléchir. Et c'est là où nous serons différents des animaux. Qu'on nous appelle plus des singes.
qu'on nous appelle plus des primitifs. Et je refuse, moi personnellement, Madame Mélodie, nous les femmes d'Afrique, nous refusons d'être appelées les femmes de l'Afrique francophone qui somnolent, qui disent ils ont tout leur temps et qui disent bon, ils vont passer comme tous les autres. Et donc, nos générations, les générations futures, devront palper le travail que nous faisons aujourd'hui, à tous les niveaux. Nos villages, nos territoires, nos villes, notre nation. Kinshasa ici, qui doit être le miroir de la République démocratique du Congo. Et donc, je vais chuter, si vous me le permettez, chers partenaires, je vais chuter en remerciant les femmes d'Afrique francophone, en félicitant les membres de ces réseaux, puisqu'ils ont fait honneur à la RDC. Nous leur promettons que nous n'allons pas baisser les bras. Nous leur promettons que nous allons travailler d'arrache-pied pour que la RDC se relève, pour que la RDC comprenne qu'il y a des acquis à conserver et que les insultes, calomnies, un manque de reconnaissance, je ne sais pas quoi, il y en a tant que même les femmes d'Afrique n'ont pas mis dans leurs documents puisque ça pouvait être trop. Ça pouvait être comme si on nous prend maintenant comme des gens non sensés, c'est pas bon. Et donc, nous promettons que nous allons travailler d'arrache-pied pour sensibiliser, approcher tous ceux qui peuvent nous aider, afin que ces changements de mentalité soient une réalité. Afin que nous aussi, nous ne commençons plus à traverser les frontières pour chercher les tomates dans les déserts. Puisque ceux qui nous fournissent des tomates, des légumes, des fruits sont dans les déserts. Et nous sommes là où il y a des cours d'eau et 9 mois de saison de pluie, mais affamés, avec des terres fertiles, arables. Et donc, nous promettons que nous allons y arriver. Et le dernier message est lancé à toute la population de la RDC. En parlant de toute la population, ne nous parlez pas des dirigeants. Les dirigeants font partie de cette population. Chaque citoyen est interpellé aujourd'hui, qui doit travailler à son niveau pour arriver à accepter d'abord qu'il y a des acquis à conserver, à accepter que c'est l'union qui fait la force, à accepter que toutes les forces doivent s'unir, que les institutions aussi doivent être en pourparlers, dans une concertation et consultation permanente pour que les réunions interinstitutionnelles soient une réalité et que la honte que nous sommes en train d'essuyer de l'extérieur soit quand même transformée à une fierté et que le Grand Congo, bassin d'Afrique, au centre de l'Afrique, soit là pour stabiliser l'Afrique, pas pour le déstabiliser. Et que notre Dieu nous y accompagne. Nous savons que le Dieu créateur des cieux et de la terre qui a créé la RDC est en train de comprendre que peut-être il y avait eu erreur. Ce n'est pas à la RDC qu'on devrait donner tous ces minéraux, ces sols riches, sous-sols, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire à Dieu, merci Dieu. Et nous allons aussi vous montrer que nous avons été créés à votre image. Nous sommes l'image de Dieu. Démontrons-les à travers nos comportements, nos attitudes et le travail que nous devons faire, puisque en mettant à notre disposition Jardin et Ève par nos premiers parents, et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est toujours les jardins d'Éden. Travaillons la terre, travaillons notre sol, notre sous-sol, et nous allons voir que les industries, les usines, les sociétés ne seront plus étrangères, mais tout va s'implanter ici, puisque c'est nous qui avons la matière première. Nous vous remercions de votre aimable attention. Elle était notre invitée du jour. Elle s'appelle Elodie Tamuzinda, membre de la société civile. C'est une figure connue depuis 2006, mais aussi modérateur au sein du réseau panafricain des femmes francophones pour l'atteinte de l'objectif de développement durable.
Nous vous remercions pour votre attention et à très très bientôt pour un nouvel invité.